plutôt un autre public actuellement. Voilà, donc c'est vrai que j'ai travaillé 12 ans comme architecte, ensuite à peu près 12 ans pour la géobiologie. Maintenant, je me consacre essentiellement à la formation des gens en géobiologie et bioénergie. Donc, je fais un peu moins d'expertise. Voilà, mon discours sera plutôt axé sur un petit peu ce que peut apporter la géobiologie aux architectes. Voilà. Pour ma part, j'ai fait un peu plus de 500 expertises en 15 ans. Voilà, ça fait quand même des milliers de personnes. Et donc, moi je suis autodidacte, donc je n'ai pas appris avec quelqu'un. Je me suis formé un peu sur le tas suite à mon ressenti, ce qui était, disons, la base de toute la recherche que j'ai faite et des livres que j'ai écrits par la suite, vous verrez à la fin. Donc, voilà, sur les domaines d'application de la géobiologie, et donc en général il y a à peu près 4 domaines. Le premier, c'est les terrains à bâtir. Bon, en Suisse, ça se fait un peu plus rare, mais encore à une époque, j'en avais pas mal. Et donc généralement, c'est soit l'architecte, soit le propriétaire qui décide de construire une maison et de faire appel à un géologue pour l'analyse du terrain. L'autre, c'est les vieilles maisons. Et donc, même si des fois on les rase, mais c'est vrai qu'il y a des maisons qui posent problème et qu'on peut intervenir en géobiologie pour régler certains petits soucis qui permettent par exemple soit de les vendre, soit de pouvoir être tranquille après. L'aide à la conception, là c'est l'avantage aussi que comme je suis architecte, donc ça permet d'aider les gens et l'architecte à concevoir le bâtiment en fonction de ce qui aura été trouvé sur le terrain. Voilà. Et à la fin, c'est l'expertise finale lorsque la maison est construite, bon, généralement quand même quelques mois plus tard, et pour vraiment vérifier que tout est parfait et qu'ils peuvent dormir tranquillement. Le terrain, j'ai mis un petit peu quelques éléments que je cherche voilà, sur le terrain. Donc des fois c'est simplement le client, il veut trouver la meilleure parcelle, voilà, parmi plusieurs. Je donne aussi les profondeurs de roche, les emplacements de failles, les arrivées d'eau, ce qui est très pratique, les canalisations qui ont été perdues, les blocs erratiques, enfin beaucoup de choses, voire même des sites archéologiques parfois. Donc c'est ce qui m'a fait des fois de dire choisissez plutôt le terrain d'à côté, ce sera plus simple. Voilà. Et bon voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on peut trouver dans un terrain. Je travaille essentiellement avec le ressenti et des appareils, vous verrez après, qui sont adaptés pour ce type de recherche. Tout ceci est cartographié, mis sur des plans, généralement sur le plan de cadastre au 500e, fourni au client ou à l'architecte pour qu'il puisse continuer son travail. Donc c'est un élément de départ. C'est clair qu'il y a beaucoup de contraintes, je le sais, parce que j'ai assez fonctionné comme architecte. Donc vous allez me dire, oui, c'est une contrainte de plus, hein, c'est certain. Voilà. Moi, je dis que quand même, l'analyse du terrain permet d'éviter quand même beaucoup de choses, donc c'est important. Je parle de 80% des nuisances parce que les 20% sont un petit peu ce qui est amené avec la construction après. Donc le terrain est vraiment très important. La meilleure maison, avec les meilleurs matériaux, construite au mauvais endroit, ça restera toujours le mauvais endroit. Voilà un exemple d'expertise de terrain. Là, il y a à peu près 10 000 m². Donc on voit l'ensemble des failles, des courants d'eau, l'analyse complète des pollutions électromagnétisme, puis de certains phénomènes énergétiques qui sont répertoriés, mesurés, cadastrés ensuite, pour servir de base. On voit par exemple que les maisons actuelles ont bien évité une petite faille. Voilà. Donc, justement, pour répondre à la question dans quelle orientation on met le bâtiment, donc souvent c'est mis perpendiculaire ou parallèle aux courbes de niveau, et donc en général perpendiculaire ou parallèle aux lignes de faille ou aux courants d'eau. D'ailleurs ici, il y a une légère différence. Souvent c'est dû au fait qu'il y a des couches géologiques qui se superposent avec des lignes de faille qui ne sont pas forcément tout à fait perpendiculaires aux courants d'eau. Donc ça c'est un élément. Ici évidemment, des fois ça devient un peu compliqué. Il y a des terrains où il y a tellement de failles et d'eau
que ça devient très compliqué de trouver une zone pour construire. Bon, chez nous, si on a des terrains qui font 800 mètres carrés, une fois que vous avez mis 2 failles et un courant d'eau, il ne reste plus grand-chose pour construire, après avoir mis les limites de construction. Voilà, c'est pas toujours facile. Ça, c'est un terrain que j'ai analysé pour un grand groupe hôtelier sur Lucerne. Donc, vous voyez un petit peu l'état avant. Voilà, c'est un endroit de Birkenstock absolument magnifique. Et le groupe m'a demandé de faire l'analyse de ce terrain. C'était absolument gigantesque, voyez un peu l'échelle en bas. C'est même pas le bout du terrain, on a dû revenir encore pour faire une partie en plus. Donc on a passé 3 jours à 3 personnes pour faire tout ça et présenter le travail devant le groupe. Ils voulaient construire, il y a à peu près 300 millions qui sont prévus à construire sur ce terrain. Le chantier a déjà commencé. Et lorsque j'ai fini l'analyse, tous les endroits qui avaient été prévus dans le plan de quartier tombaient vraiment mal sur les zones de faille, les terrains instables et tout ça. Et donc, voilà, j'aurais dit qu'il ne faut pas construire là, qu'il fallait construire ailleurs. Mais j'aurais dit où il fallait construire. Et donc, 2-3 mois ont passé, et finalement, ils m'ont convoqué, et ils m'ont dit ben voilà, qu'ils avaient mandaté un bureau de géologues qui avait analysé la situation et qui était arrivé aux mêmes conclusions que moi. Et donc, ils ont dû recommencer le plan de quartier, qui était en plus réparti entre 2 communes différentes. Donc c'était assez compliqué. Donc je suis content, ils ont suivi exactement tout ce que je leur avais dit et construit aux endroits qui étaient les meilleurs. Voilà, un grand terrain d'à peu près 250 mètres de large, 750 mètres de long, puis encore un petit bout plus loin, donc un peu plus d'1 kilomètre de long, où j'ai répertorié toutes les failles, tous les courants d'eau, tous les phénomènes qui pouvaient se trouver à cet endroit. Voilà, en couleur, c'est les bâtiments existants. Voilà un petit peu ce que ça donne lorsqu'on regarde une échelle un petit peu plus grande, avec les failles sont en brun, les lignes telluriques sont en vert et en rouge, et puis les courants d'eau sont en bleu. Voilà, il y a des valeurs d'indication géomagnétique, c'est-à-dire des perturbations du champ magnétique qui permettent de définir si c'est de l'eau ou des failles avec de l'eau. Voilà. Ici, on voit qu'il y avait une extension qui avait été prévue dans une zone vraiment très instable. Donc, en plus, c'était pour mettre le spa, donc généralement un lieu plutôt de bien-être. Donc, c'est clair que si le spa en lui-même est mal placé, c'est pas le bon plan. Voilà. Donc maintenant, c'est en cours. C'est vrai que ce genre de choses, j'ai fait l'expertise, je ne sais pas combien d'années. Tout ceci prend bien sûr beaucoup de temps. Donc souvent, j'interviens au tout début. Et des fois, on me demande pour faire l'analyse à la fin, ça peut être 2 ou 5 ans plus tard. Voilà pour les appareils. J'ai un certain nombre d'appareils de mesure. Je ne travaille pas au pendule, ni à l'antenne de l'échelle et tous ces instruments. C'est mon corps qui en fait l'instrument de mesure, vous le verrez après. Sinon, j'utilise des appareils qui permettent de trouver les phénomènes qu'il y a dans le sous-sol. Donc celui-ci-là permet de trouver à peu près n'importe quoi, mais c'est un peu limité dans la profondeur. Encore que, en général, on n'a pas besoin d'aller regarder très profond, puisque pour les architectes, c'est important de savoir ce qu'il y a dans le sol, disons dans les niveaux de sous-sol, donc je n'ai pas besoin de descendre à plus de 25 mètres. Voilà, c'est un appareil à la base russe, combiné avec un appareil ukrainien. Un Ukrainien, il a monté les 2 appareils sur un. Voilà. Donc souvent, c'est un peu des prototypes. Moi, j'aime bien les voir dans les pays de l'Est. Ils ont des appareils très intéressants et très performants. Et donc, avec celui-ci-là, on peut avoir toutes les valeurs de nuisance du terrain, du sous-sol et également les nuisances électromagnétiques. Voilà. Ça, c'est les mesures géomagnétiques, c'est-à-dire qu'en fonction des mesures effectuées sur le terrain, on peut plus ou moins dire ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, si on doit rechercher une cavité ou une canalisation, ça m'est déjà arrivé de devoir chercher pour des architectes des canalisations qui avaient été perdues, ou des canalisations qu'on n'est pas sûr si elles sont vraiment bien au bon endroit. Donc là, je peux assurer une précision qui va à quelques dizaines de centimètres près. Donc c'est quand même assez précis.
Voilà, pour retrouver les choses qui ont été perdues dans le sous-sol. Les drains dans les terrains, c'est clair que souvent il y a des maisons qui ont fait des drains. Les drains maintenant ont été oubliés parce que bien sûr personne n'a cadastré à cette époque. Et la terre a recouvert tous les regards, donc ça permet d'avoir le tracé de tous les drains qu'il y a sur un terrain. Et voilà, donc, il y a pas mal de choses qu'on peut trouver avec ça. Et puis aussi des blocs erratiques. Donc là, on peut aussi trouver les blocs du moment qu'ils ont quand même un certain poids. Je dirais 2-3 tonnes en dessous, c'est un peu difficile à trouver. Voilà. Donc ça permet de sonder le terrain et d'avoir déjà une idée de ce qui se passe dessous. Et à partir de la configuration, même de voir un peu l'orientation générale en fait des lignes géomagnétiques, et les anciens avaient tendance à s'aligner sur les lignes géomagnétiques. Donc ça n'a rien à voir avec le nord, le sud et tout ça, c'est vraiment les lignes liées au champ magnétique local. Donc pas ce qu'on peut mesurer avec une boussole, mais avec un géomagnétomètre. C'est un appareil qui mesure le champ vertical, donc pas le champ horizontal, mais le champ vertical, et l'influence, disons, du tellurisme. Donc l'analyse géomagnétique permet de renseigner sur vraiment tout ce qui est dans le sous-sol. Et en géologie, il est bon d'avoir un sous-sol qui soit homogène, c'est-à-dire qu'il soit l'idéal une seule roche ou des empilements de roches, mais pas d'éléments qui pourraient couper la maison en deux. Le reste, c'est ce qu'on appelle la détection biosensible, c'est-à-dire que je vais utiliser les radmasters pour aller un peu plus vite, pour chercher certains phénomènes, mais sinon, c'est les mesures du champ vital, donc la mesure de mon champ d'énergie. Et ce champ d'énergie, il a la particularité d'avoir des déflexions sur le haut, le bas, la gauche ou la droite. Et en mesurant en fait ça, je vais pouvoir définir les phénomènes. Voilà, c'est une méthode que j'ai mis au point et que j'enseigne déjà depuis, ça fait bientôt 20 ans en fait, que j'enseigne tout ça. Voilà. J'ai formé un peu plus de 2000 personnes pour faire de la géologie, à peu près autant aussi pour la bioénergie. Donc ça s'apparente à la bioénergie. Et voilà, bon, sur 2000 personnes, je dois avouer qu'il y en a 200 qui sont à peu près correctes et qui l'utilisent bien, et puis à peu près 20 que je recommande. Voilà, donc j'ai certaines exigences, et donc c'est vrai que dans les gens que j'ai formés, malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes qui le font, pas simplement pour leur intérêt personnel, voilà. J'ai formé beaucoup d'architectes, mais c'est toujours ceux qui n'ont jamais le temps de faire de la géologie. Alors, bon, comme ça, ils se rendent compte un peu de ce que ça donne, et après, ils font appel à des spécialistes. Moi, je dis que le spécialiste, il peut quand même trouver beaucoup de choses dans un terrain, mais il faut une personne qui puisse vraiment arriver à ce niveau d'exigence. Et ça, c'est pas évident, parce que ça demande beaucoup d'années de pratique. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, à peu près. Voilà. Le sonotest est un petit instrument qui s'apparente à un diapason et qui permet d'entendre en fait notre champ d'énergie. Et donc quand il se décale sur la gauche ou sur la droite, eh bien on peut savoir qu'on est sur un phénomène particulier. Donc il ne va pas dire quel phénomène c'est, malheureusement, il va seulement dire si l'endroit est bon ou n'est pas bon. Voilà, c'est, si vous voulez, la détection biosensible ne s'apparente pas aux ondes électromagnétiques, comme on a vu avant avec le géomagnétomètre, le champ magnétique terrestre, mais avec le son, et donc c'est des hyperfréquences sonores et des ondes stationnaires en fait dans l'espace qu'on va mesurer. Voilà, en bas c'est ma maison avec les lignes telluriques. Donc les anciens généralement suivaient les lignes telluriques, ce qui fait que dans l'idéal, c'est bien d'être parfaitement parallèle ou perpendiculaire à ces lignes. Dans les terrains plats, en général, c'est nord-sud, est-ouest, mais c'est vrai que dans des terrains avec d'autres configurations, on va se retrouver avec un angle un peu particulier, surtout en Suisse où il y a pas mal de vallées, donc évidemment que ça donne des angles des fois un peu curieux. Ces lignes, les lignes les plus importantes vont servir de canevas pour les villes du Moyen-Âge, les villes romaines déjà aussi, et bien sûr tous les édifices sacrés jusqu'en 1350 sont alignés sur ces lignes-là. C'est ce qui fait que
Si la ville était rasée ou construite après et qui n'est pas sur une ligne, en revanche, le bâtiment sacré, lui, est sur la ligne. Ce qui explique les différences d'angle que l'on trouve généralement entre, on va dire, la ville, le côté profane, et les bâtiments, le côté sacré. Voilà, la détection biosensible, elle a l'avantage de trouver les nuisances très vite, parce qu'avec les appareils sur des terrains, surtout si c'est des grands terrains, c'est très très long. Donc moi, je fais confiance à mon ressenti, et une fois que j'ai trouvé une faille ou un courant d'eau, je fais des mesures avec les appareils. Ceci afin de gagner du temps, parce que sinon on peut y passer des jours. Voilà la question de l'effet. Bon, là c'est juste un exemple, parce que j'ai écrit des ouvrages là-dessus. En gros, 4 ouvrages de à peu près 300 pages sur le sujet. Donc ça c'est extrait d'un des livres. C'est un appareil qui permet de mesurer en direct en fait le champ d'énergie. Et donc en posant les mains sur l'appareil, on voit la représentation des organes et l'effet sur le corps. Voilà. Et lorsque l'on se met sur une faille, eh bien, on voit que l'image change, puisque la faille va avoir une influence sur le champ d'énergie, sur les organes. L'appareil mesure en continu, c'est-à-dire que vous voyez les fluctuations au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Donc c'est des mesures en continu. Et on voit que l'effet se fait principalement sur le bassin, les reins et sur la tête. Et en général, les gens, quand ils sentent sur les failles, ils sentent une espèce de pression dans la tête ou une pression au niveau du plexus, du ventre. Et l'appareil montre bien que ce que les gens sentent, c'est bien ça. Voilà. Donc là, j'ai écrit pas mal sur le sujet, sur l'effet de tous ces phénomènes, avec différentes machines. Ça, c'est le pulsar, c'est une machine allemande. Voilà, qui a l'avantage de pouvoir être assez légère et de pouvoir être utilisée dans le terrain. La géologie, c'est surtout le bien-être. Bon, c'est clair qu'à un moment donné, c'est aussi de la santé. Je dois dire que sur les à peu près 500 expertises que j'ai faites, je dirais la moitié, c'est simplement pour savoir ce qu'il y a dans le terrain. Voilà, soit l'architecte, soit le propriétaire, je me demande et je regarde ce qu'il en est. Bon, des fois, suivant ce qu'on a trouvé, ça peut être gênant, ça c'est clair. Dans la moitié des cas, je dirais que les gens avaient des problèmes, soit eux-mêmes, soit leurs animaux, et que donc j'interviens pour pouvoir régler la situation. Donc voilà, je suis intervenu dans tout ça. Voilà, les écuries, les chevaux. Je mets un peu dans l'ordre de sensibilité parce qu'on pense toujours que l'être humain est sensible, mais les animaux sont beaucoup plus sensibles. Je suis intervenu pour des élevages de poulets où il y avait 5000 poulets qui se grimpaient les uns sur les autres. Et donc j'ai dû régler la situation pour que le calme revienne dans le poulailler. Je suis aussi intervenu pour des poules qui ne pondaient pas dans les niches prévues pour les poules, mais qui pondaient au sol. Alors vous allez me dire, oui, les poules, elles pondent au sol, mais dans les grands élevages, elles ne pondent pas au sol, elles pondent dans des petites niches avec un tapis roulant qui récolte les œufs. Voilà. Donc quand la personne m'a dit, les poules pondent par terre, j'ai dit, c'est normal. Mais en fait, bon, quand il m'a dit qu'il y en avait 20 000, donc évidemment, je suis intervenu. Donc après, ça s'était réglé au bout de 3 semaines, c'était bon, les poules pondaient de nouveau dans leur petite niche. Voilà, les veaux, les chevaux, les vaches. Là, voilà, un peu les dernières expertises que j'ai faites, c'était un petit peu pour les agriculteurs. Et je trouvais garderie, école, voilà, moi j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des hôtels de 300 lits, pas mal de restaurants, beaucoup de bureaux, évidemment énormément d'habitations en tout genre. Voilà, je dis que la géologie, c'est pas forcément. Les nuisances liées à la géologie ne sont pas forcément celles qui vont rendre les gens malades, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, avec la vie qu'on mène, des fois la limite elle est dépassée, quoi. Donc les gens qui étaient dans une maison correcte, encore ça va, mais dès qu'ils déménagent dans un endroit qui ne va plus, alors là il y a tout qui s'emballe, même ceux qui n'y croient pas, de toute façon ils subissent l'influence. Donc moi, peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je fais mon travail, et donc en général on arrive à résoudre la situation et à
retrouver, disons, la santé et surtout le bien-être. L'aide à la conception, donc, je dirais principalement liée aux ondes de forme, parce que suivant ce que l'on fait, on va, vous voyez un petit peu toutes ces petites lignes bleues ici, voilà. Si vous voulez, toute la matière vibre dans une construction, tout vibre, et il y a des ondes sonores, et la concentration de ces ondes sonores vont perturber les gens. Alors c'est clair que dans cette configuration-là, on voit que ça, l'ensemble converge en fait sur la tête de la personne. Donc là, les gens se réveillent le matin avec la tête en compote, puis la barre sur le front. Donc ça, c'est typique lié à ce genre de configuration. Le feng shui en parle aussi. Bon, personnellement, je ne fais pas de feng shui, mais c'est lié à ça. Il suffit d'avoir un petit diapason, on peut entendre tous ces éléments, donc c'est pas quelque chose d'ésotérique, hein, on peut l'entendre assez facilement. Il y a même sur des smartphones, avec des applications de générateurs de son, on peut parfaitement détecter tout ce genre de choses et puis éviter leur concentration. Voilà, donc de ce que je regarde, c'est les ondes de forme. Les porte-à-faux, les reports de charge, qui ont malheureusement la tendance à augmenter la ferraille dans la construction. Et quand on augmente la ferraille dans la construction, on augmente les nuisances au niveau magnétique et les nuisances au niveau des ondes de forme. Les matériaux, il y a des matériaux qui ne conviennent pas pour l'être humain. Voilà. Donc je recommande plutôt les matériaux naturels. Synthétiques, bien sûr tous les émetteurs qu'on pourrait mettre dans la construction, les appareils ensuite qui sont installés, et voilà. Et puis dans les améliorations, on a tout ce qui concerne l'eau et tous les appareils que les gens vont amener par la suite dans la maison, qui représentent quand même en moyenne 20% des nuisances. Donc les gens des fois se plaignent qu'il y a peut-être un courant d'eau sur le lit, mais généralement c'est leur téléphone sans fil, quoi. Donc bon, il faut voir aussi la part des choses. Donc l'avantage d'avoir, disons, de pouvoir mesurer à la fois tout ce qui est sensible et à la fois tout ce qui est électromagnétique, on peut vraiment définir quelle est la nuisance principale et celle qu'il faudrait éliminer. Voilà, donc avec ça, ça permet de concevoir des bâtiments où on évite déjà les nuisances de la construction elle-même. Après, évidemment, que les gens vont amener leurs propres appareils. Et ça, malheureusement, ça c'est ce qu'on fait à l'expertise finale. Voilà, c'est un exemple de terrain avec une maison qui date de à peu près Deuxième Guerre mondiale, avec plein d'éléments. Donc là, voilà un peu ce que ça donne, le plan avec toutes les informations, et puis généralement il y a aussi toutes les mesures électromagnétiques qui sont mises dessus. Et le contrôle final comprend en fait tout ce qui est marqué là, voilà, pour s'assurer que tout va bien. L'art des bâtisseurs, c'est quand même une tradition qui est 6 fois millénaire. Donc la géologie a été utilisée pendant presque toute cette période, sauf depuis 1350. Il y en a encore eu un petit peu entre à peu près 1620 à 1695. Et après, c'était largement oublié. Quoique, dans certaines vallées retirées de la Haute-Savoie, il y a encore des bâtiments. Et de nos jours, on en trouve encore. Les Tibétains continuent à construire avec les réseaux telluriques. Donc, il y a des lamas tibétains qui sont formés en géologie et qui continuent l'art des bâtisseurs. Voilà, donc, bon, ça, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est pour montrer que, voilà, ça, c'est des relevés que j'ai fait ça, c'est la cathédrale de Fribourg, avec l'ensemble des phénomènes énergétiques et comment ces phénomènes sont adaptés au mur et qui permettent d'avoir des effets énergétiques à l'intérieur et qui fait que quand vous rentrez dans ce genre de bâtiment, eh bien, vous avez une sensation particulière que vous n'avez pas dans d'autres bâtiments. Voilà. Chez moi, j'ai fait la même chose, j'ai tout changé, les lignes et tout mis dans les murs, ce qui fait qu'on ressent un grand calme. C'est vrai que quand les gens viennent chez moi, ça les impressionne toujours. Si on mesure avec les machines, on voit aussi que le niveau de stress est beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà. Maintenant, voilà, je résumerai en disant que la géologie, c'est quand même une tradition ancienne, et toujours d'actualité. J'ai plein d'amis dans le monde entier qui pratiquent, en fait, dans tous les pays,
d'Europe et même d'Amérique du Sud. C'est basé sur le respect de l'humain dans sa sensibilité. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles. Bon, je suis sensible, vu que je fais ce métier, mais il y a des gens plus sensibles que moi. Et donc, c'est de tenir compte de cette sensibilité pour créer des bâtiments qui les préservent. C'est aussi l'art de construire au bon endroit. Voilà, ça c'est bien sûr l'analyse du terrain. Et puis, une démarche holistique pour établir le lien entre le lieu, la maison et l'humain. En fait, c'est tout un ensemble où on tient compte de l'énergie du lieu, de la maison, de la personne, et pour que générer quelque chose qui soit conforme à l'attente du client. Et puis également un outil au service de ceux qui construisent en conscience, c'est-à-dire qu'ils partent d'une démarche, c'est-à-dire qu'il y a une intention de travail dès le départ. Moi, j'aime bien ceux qui ont une démarche dès le départ. Je fais plus que ça maintenant, parce que de venir corriger une maison après coup, avec tout ce qui ne va pas, j'ai un peu arrêté. Voilà, donc là, j'essaye de travailler en amont, directement avec l'architecte ou le maître de l'ouvrage, pour, disons, faire à la fois les mesures sur le terrain, l'analyse du lieu. Si on peut, les tracés régulateurs, je suis un grand fan de géométrie sacrée. Voilà, le choix des matériaux, les mises en place des systèmes énergétiques et puis le contrôle final. Ça veut dire un concept global du terrain jusqu'à ce que les gens aient emménagé et qu'ils aient vraiment occupé les lieux. Voilà, c'est un petit peu mon idée. Donc maintenant j'ai arrêté depuis 3 ans les expertises juste de maison comme ça. Je me concentre essentiellement au service des architectes. Voilà un petit peu, ça c'était pour montrer un peu ma vision de la géologie. Hein. Je dis bien parce qu'il y a plein de gens qui en font, chacun à sa manière. Voilà, moi je suis resté quand même dans l'esprit de l'architecture, de l'aide aux architectes, de travail en amont, du début jusqu'à la fin, et pour un suivi complet, quoi. Voilà. J'ai écrit quelques ouvrages. Merci, M. Cardinaux, pour ces propos techniques et très intéressants. Certainement que les questions viendront tout à l'heure. Je cède sans plus attendre la parole à M. Braun pour le côté de l'architecte.